Salut tout le monde et bienvenue au Canada. Nous sommes aujourd'hui au siège social de Nouveau Monde Graphite. On est au Québec, plus particulièrement dans la petite ville de Saint-Michel-des-Saints. Aujourd'hui, avec toutes les équipes de Nouveau Monde Graphite, on va pouvoir visiter l'usine et la mine Nouveau Monde Graphite. J'aurai le plaisir d'être avec Éric Desaulniers, qu'on avait déjà vu sur la chaîne, qu'on avait interviewé à 2 reprises. Et donc aujourd'hui, on va voir toutes les installations, on va pouvoir poser toutes les questions que l'on veut. Si ces vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre en partie commentaire si vous avez des questions supplémentaires qu'on n'aurait pas pu voir aujourd'hui. En tout cas, venez avec moi, on commence la visite tout de suite. Bonjour! Hey Jérémy, bienvenue au Québec. Comment ça va Éric? Ça va? Très content de te voir enfin. Ben, moi aussi, long voyage. Bah oui, merci de nous accueillir ici. On s'était promis de se voir. Ben oui. Comme ça, on y est enfin. Maintenant au Québec, puis je vous dirais quoi aussi. En langue atikamekw veut dire bonjour. Bienvenue dans le territoire du Nitaskinan Atikamekw à Saint-Michel-des-Saints, au Québec. On a un bureau à Montréal, on a un bureau à Québec, mais notre bureau ici, le premier, c'était celui de Saint-Michel-des-Saints, donc c'est notre siège social officiellement. Tu nous as prévu une petite visite. Qu'est-ce que l'on va pouvoir voir des opérations? Oui, aujourd'hui, on va voir les petites choses dans le bureau ce matin, mais on va aller sur le site minier. On va voir aussi notre site de démonstration où on gère correctement tous nos résidus miniers. On espère aller à l'usine cet après-midi si on a le temps, mais on a beaucoup à voir aujourd'hui. Ouais, super. Ici, comme vous voyez, on est en plein centre de Saint-Michel-des-Saints. C'est important pour la communauté d'un projet de cette ampleur-là de bien comprendre tous les détails. Donc ici, c'est un peu un centre où que Christina ici travaille à tous les jours. Bonjour. Habituellement aussi, on a notre Catherine qui travaille aux relations communautaires. Donc les gens peuvent venir ici, il y a des infos travaux comme vous voyez. Ils voient là, si par exemple, parfois, ils peuvent penser qu'on fait des travaux, mais c'est pas nous. Donc, c'est important qu'ils comprennent un peu exactement ce qu'on fait à chaque semaine pour pas qu'il y ait de surprise de la communauté. Puis, ceux qui veulent plus de détails sur comment le graphite, à quoi ça ressemble, on a différents produits ici. On a la roche qu'on a sur le gisement, mais on explique aussi chacune des étapes de notre projet, comment on va le miner sur 26 ans. Nos différentes flottes de véhicules électriques qu'on prévoit faire avec notre partenaire Caterpillar, la façon qu'on gère nos résidus miniers. Donc, il y a plusieurs informations ici très pertinentes pour les gens qui se questionnent sur le projet. On a même une étude ici qu'on a produite, une étude d'environ tout près de 10 000 pages. Voilà. Ceux qui sont vraiment intéressés, qui ont besoin de la lire, ça c'est seulement le corps du texte, mais on a plein d'annexes, plein d'études qui démontrent chacun des impacts potentiels de notre projet minier, puis tout au niveau physique, au niveau chimique, au niveau biologique, ça va être quoi l'impact sur chacune des composantes là, ici du projet. Parce que le but ici, c'est d'avoir l'impact le plus faible possible. Exactement. Parce qu'on est dans un endroit remarquable pour venir ici, c'était vraiment très joli, il y a des lacs, la forêt, c'est très beau. Oui, c'est un endroit, on est à 2 heures au nord de Montréal, un peu dans les montagnes, c'est merveilleux comme endroit. Donc, pour la communauté ici, quand on faisait le développement du projet, on a rapidement compris qu'un des impacts importants à tenir compte, c'est il ne faut pas d'impact sur le tourisme. Si on a un impact sur le tourisme, il faut que ça soit un impact positif sur le tourisme. Donc, on a fait plein d'initiatives en ce sens-là, puis au niveau environnemental, on est très avant-gardiste dans plein de petites initiatives qu'on a implémentées en discutant avec la communauté et en trouvant les solutions innovantes pour s'assurer qu'on a le moins d'impact possible. Et le paragnèse à graphite, qui est vraiment le minerai lui-même qu'on amène au concentrateur pour extraire le graphite. Environ 4 à 5 de paillettes de graphite à l'intérieur de la roche. Et le but du procédé, c'est par une séquence de broyage et de flottation arriver à extraire les paillettes de différentes dimensions, de large à petite à jumbo, qui sont des plus grosses paillettes. Il y a certaines applications qui ont besoin de la dimension des paillettes. Comme celle-ci, c'est les plus grosses ici. Là. Le nord est vers ici. Donc, on voit c'est une échelle d'environ 2 km. Vous pouvez retrouver ça sur Google Earth, si vous voulez. Mais ici, on voit qu'on est au village, environ à 5 km à vol d'oiseau au sud-ouest du village. C'est là qu'on a découvert le gisement par exploration. Pour donner la petite histoire de la découverte de ce gisement, mon expertise primaire était et toujours la géophysique. Donc, j'ai étudié la géophysique à Rueil-Malmaison, à l'Institut français du pétrole, à l'école d'ingénieurs qu'il y a là-bas. Le NSPM. Ici, il y a le site qu'on va aller visiter qui est en construction, c'est le concentrateur. Donc, vous voyez, il y a un lac ici à côté qu'on a
il a fallu correctement, dans un rayon d'1 kilomètre, faire des ententes avec tous les anciens propriétaires privés. Donc, on a offert très tôt dans le projet l'opportunité à ces gens qui étaient inquiets de notre présence puis du développement minier, s'ils le voulaient, de manière volontaire, on vendre leurs propriétés à Nouveau Monde Graphite. C'est des terres qu'on appelle de la couronne, donc des terres publiques, mais c'était des baux de villégiature. Il ne sera jamais ouvert comme ça sur 3 km. Donc, on va commencer vers le sud. Ça, c'est les 5 à 6 premières années de durée de vie. Pendant les 5 à 6 premières années, on va empiler le résidu minier ici de manière environnementalement responsable par co-disposition. Pour pas que ça parte dans tous les... Non, exactement. Il faut vraiment préserver le lac ici. Et les rivières. Ouais. Très tôt dans le projet, les premiers réflexes des consultants miniers étaient on va utiliser le lac pour enfouir les résidus. Parce que qu'est-ce qui est important dans les résidus, c'est de couper la réaction d'acidité des résidus. L'oxydation. L'oxydation. On appelle ça le drainage minier acide. Il faut couper le drainage minier acide. Puis pour le faire, il faut empêcher qu'il n'y ait aucun sulfure qui soit en contact avec de l'eau et de l'oxygène. Donc, un réflexe traditionnel et la manière standard, c'est d'enfouir sous l'eau les résidus. Fait qu'on coupe la réaction de drainage minier acide, mais c'était pas acceptable du tout. C'est pas quelque chose qu'on voulait faire. Donc, on a changé de consultant. On a embauché les meilleurs experts à l'interne, dont Martine Paradis, notre VP en environnement, qui a développé la technologie de co-disposition. Fait qu'on fait des résidus secs qu'on co-dispose, puis on s'assure de remettre tous les produits qui pourraient créer le drainage minier acide dans le même environnement physico-chimique qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire sous la terre, pas au contact de l'eau et de l'oxygène. Il y aura plusieurs étapes, si je comprends bien. On va avancer par morceaux et reboucher au fur et à mesure. Année 6, on a fini d'empiler à l'extérieur ici. On commence à remblayer derrière nous dans la fosse, tout en continuant de miner vers le nord. Et à la fin, il y a juste ce petit, le petit bout ici dans 26 ans. Fait que ça, c'est le plan de restauration qui a été travailler avec le ministère de l'Environnement et avec nos équipes à l'interne, puis qui a été approuvé là, pour qu'on puisse partir le projet. On va pouvoir se mettre en route. Ben oui. Et aller voir le site. Ben oui, avec notre camion électrique, tout nouveau. Ah, ça c'est bien ça. Allez, on est parti. Le casque, les lunettes. On y va. Dans le camion électrique. Oui, tout neuf. Silverado électrique. On va aller se diriger en bordure du site minier. On a fait l'acquisition de certains terrains. Puis on va vous montrer un peu c'est quoi qu'on fait en bordure de ces terrains au niveau environnemental là, pour faire le suivi là, au point les plus proches du projet. Dans le tout nouveau Silverado électrique. Exactement. Ça, c'est déjà un bon début. Une semaine ou deux. On est un des endroits au monde qui a le plus de jours de gel et dégel. L'eau à fond durant le jour s'insère dans les craques. La cour aussi pendant la nuit, crac. Au printemps, c'est horrible ici. Donc ma Model 3, il faut que j'évite les trous. Avec ce véhicule, on vise les trous. D'avoir des terrains comme ça, qui sont vierges au niveau de la forêt puis tout ça, on voit ça comme une opportunité de conservation de la biodiversité. Fait que l'idée qu'on veut faire ici, présentement, on a des biologistes qui sont tous en train de faire une caractérisation exhaustive de tous nos terrains où on n'a pas de chalet. Puis l'idée, c'est qu'ils vont nous emmener des aménagements à proposer. Fait que ça se peut qu'on peut marcher dans une forêt, une érablière comme ici en ce moment, puis qu'elle n'a pas besoin d'être changée, puis c'est correct. On va dire, bien ça c'est une zone qu'on veut conserver, puis on va s'assurer que cette zone-ci soit conservée. Puis ça se peut qu'il y ait d'autres zones, comme sur d'autres terres qu'on a, qui ont déjà eu du déboisement. Bien, dans ces zones-là, on va venir replanter, on va venir refaire des écosystèmes pour vraiment venir contrebalancer l'impact qu'on a au niveau de la mine. Fait que toutes nos initiatives de restauration minière, ils sont faites en parallèle de l'exploitation. Donc, pour chaque hectare qu'on va impacter lors de l'exploitation, on essaie d'avoir un projet de restauration de biodiversité et des écosystèmes qui va être associé à ça pour vraiment minimiser notre impact au fur et à mesure des étapes d'exploitation et des différentes phases de la mine. Donc ici, on a installé une séquence d'instruments que Kevin va nous détailler parce que le chalet qu'on a acheté ici, il y a d'autres chalets qui sont tout près, qui sont en fait les plus près récepteurs qui vont avoir l'impact de notre projet minier. On est à juste un petit peu moins d'1 kilomètre du projet.
Donc, le but, c'est de démontrer à cet endroit-ci qu'on n'a pas d'impact trop important sur le bruit. Ici, là, comme on peut voir en arrière, ça, c'est ce qu'on a comme station sonore. Fait que, comme que Eric a mentionné, c'est important qu'on sache qu'au point le plus proche des opérations minières, puis ce point-là il est considéré pour toute la durée d'exploitation. Donc ici, on va être à 800 mètres de la fosse, je pense, à l'année 20. Mais quand même si on n'est pas en opération, on commence déjà le suivi sonore pour aller chercher une donnée de bruit de fond. On a une autre station qui est un peu plus loin dans le domaine ici, qui sert vraiment à pouvoir comparer. Fait que c'est quoi le son sans les opérations minières ou les opérations de construction. Puis on est capable de faire la distinction. Avec la station météo qui est connectée sur la même plateforme, on est capable d'aller chercher nos données de précipitation, de vent, tout ça en temps réel. Puis on est capable aussi de les ajouter à nos modélisations. Donc si on veut faire des modélisations sonores, on est capable de prendre nos données de vent, par exemple, des 2 dernières années, puis de dire, bien, en général, le vent il arrive de l'ouest à 20 km/h, à 7 heures. Bien, qu'est-ce qui arrive pour nos opérations à ce moment-là? La même affaire avec le dynamitage minier. On a une sonde ici qui est connectée sur la fondation. Tout ce qui est vibration, surpression, on est capable de le mesurer. Puis tout ça, quand on parle de son, quand on parle de surpression, quand on parle de vibration, c'est toutes des choses avec des normes gouvernementales qu'on doit respecter. Fait que c'est pas un suivi qu'on fait juste pour dire qu'on fait un suivi. On a des normes, on a des comptes à rendre, on a des rapports à remettre au gouvernement pour démontrer notre conformité. Mais on va prendre beaucoup d'échantillons d'eau. Fait qu'on veut vraiment comprendre aussi c'est quoi qui se passe au niveau géochimique, c'est quoi qui est normal, c'est quoi qui ne l'est pas. Comme ça, si on a 5, 6, 7 ans de données, on va être capable de déceler les anomalies aussitôt que ça arrive. Ici, bien, on est collé sur les terres publiques de la Couronne. Donc ici, c'est un endroit qu'il y avait un villégiateur qui avait sa propriété. Donc quand on est arrivé en 2016, durant les premières étapes de développement du projet, on sentait qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes sur avoir potentiellement un projet minier tout près d'une résidence qui était a priori... Si on coupe les arbres, on verrait la... Non, il y a comme une montagne qui empêcherait de voir, mais c'était quand même à 800 mètres, puis les gens sont très inquiets d'un projet qui ne savent pas encore tous les impacts. On a réussi à calibrer tous les impacts en 2020-2021. C'est là qu'on a obtenu tous nos permis après plusieurs années d'études. Donc, c'était tout à fait compréhensible qu'il y ait des citoyens qui avaient investi des centaines de milliers de dollars dans une résidence secondaire pour avoir la paix ici, 2 heures au nord de Montréal, la tranquillité. Donc, c'est compréhensible. Puis pour nous, ce qu'on a fait, c'est acheter le propriété de manière volontaire. Et ceux qui étaient encore plus près de l'opération, on les a même permis d'habiter les résidences jusqu'à temps qu'on débute la construction. Fait qu'il y a des gens qu'on a acheté la propriété en 2017-2018 à un premium assez important sur l'évaluation qui a été faite par les évaluateurs sélectionnés par eux-mêmes. Donc, on était relativement généreux avec eux. Ils ont pu habiter leur résidence secondaire avec le montant d'argent de la valeur de leur propriété pour, comme on dit au Québec, magasiner une nouvelle propriété ailleurs, un nouveau chalet ou se relocaliser. Puis en 2021, je pense, on a envoyé les lettres. Quand on a commencé le chantier de construction, on a expliqué aux gens qui doivent maintenant quitter après quelques années qu'ils ont eu pour se relocaliser. Donc, on n'a pas eu aucun souci avec les gens. Je pense que les gens ont compris que c'était une bonne entente gagnante-gagnante, mais dans les circonstances, parce que c'est pas... On est un peu au service de la nature. Hein. La nature a placé le gisement là. Il y avait de la villégiature qui avait été construite alentour du projet. C'était notre travail de s'assurer de cohabiter correctement avec tout le monde. Ici, à droite, on a la fosse minière. C'est le site de démonstration qu'on a miné dans les dernières années pour faire les échantillons pour nos clients. Ici, on se situe en fait dans le milieu de la future fosse. Donc, c'est notre site de démonstration. On a miné environ 40 000 tonnes de minerais depuis 2018. Puis on a produit tout près de 2000 tonnes de concentré de graphite pour faire plusieurs échantillons très représentatifs du commercial pour nos clients. Donc, on est à peu près dans le milieu du gisement. Puis ce que vous voyez là, le 40 000 tonnes, ça va être environ 1 semaine d'opération du commercial. Le trou là, c'est 1 semaine? Le trou ici que vous voyez, c'est à peu près 1 semaine d'opération qu'on va avoir au commercial. Donc, ça a l'air haut, ça a l'air gros, mais c'est environ 5 à 10 mètres. C'est pas sur le 3 km de fosse et les 250 mètres et quelques de profondeur, ça va être environ 1 semaine.
Il y a 1 milliard d'années, ici, il y avait environ 10 km de roche au-dessus. C'était plus haut que l'Himalaya. Et toute l'érosion graduelle de ce 10 km a formé les basses terres du Saint-Laurent, les Appalaches. Mais ici, c'est la plus vieille roche. Donc, beaucoup avant 1 milliard d'années, jadis, ici, c'était une roche qui était non métamorphique, fait qu'un grès qui était riche en pétrole. Puis le pétrole, bien, il a cuit en étant en dessous de 10 km de pression. Il est graduellement devenu du charbon, mais graduellement devenu du graphite avec un plus haut degré de métamorphisme pour faire un graphite très pur. C'est ça la force ici du gisement, c'est qu'on atteint des 97-98 de pureté dans les flocons de graphite, comparativement à d'autres gisements de graphite qui vont se situer plutôt vers les bas 90. Quand c'est une cassure fraîche, comme on voit à terre à certains endroits, on voit tout de suite le graphite noir de la roche. Mais de ce côté-là, on voit rien. Ouais, voilà. Fait que c'est un peu ça qu'on voit dans les parois. Là, là c'est l'endroit où on le casse. Là, on voit le graphite. Après quelques temps, il s'oxyde et il fait cette couleur. C'est ça, exactement. C'est pour ça, ici, sur le site de la fosse, puis tout le site minier lui-même, on a besoin de canaliser toute l'eau des pluies, l'eau qui pourrait venir du souterrain, pour s'assurer que l'eau est drainée vers le site de traitement des eaux qui est de l'autre côté, pour s'assurer qu'il y a un seul effluent final et que l'eau, que Kevin va nous parler de l'autre côté, là, comment on gère les eaux pour s'assurer que ça respecte les normes. Le gisement va à 250 mètres. Puis c'est encore ouvert en profondeur. En ce moment, on a arrêté un peu la fosse à 250 mètres, mais il y a encore de la ressource disponible en profondeur si on décide de poursuivre l'opération. Pour ça, en ce moment, on a une durée de vie de 26 ans à 103 000 tonnes par année. Mais il va rester de la ressource à exploiter. Donc, on a le choix de continuer la durée de vie de la mine ou bien de tout de suite planifier aller plus profond ou d'augmenter la capacité du concentrateur si on veut augmenter la capacité de la production ici. On va aller au démo. On va voir si Samy est là. En ce moment, on est en fermeture du site parce qu'on a fini de miner le 40 000 tonnes. C'était ce qu'on avait prévu faire pour la démonstration. Puis on est en train ici de finaliser comme l'ouvrage pour le fermer puis le restaurer pour toujours. On va expliquer un petit peu plus loin comment ça fonctionne, mais là-bas, on voit bien une petite initiative de l'équipe aussi. Ouais. Dans le fond, si on veut expliquer qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la fermeture de ce site-là, l'objectif, c'est d'être capable de fermer le site, puis éventuellement, quand on va faire la gestion des résidus pour notre mine commerciale, bien, on va être capable de venir par-dessus notre fermeture de site. Donc, c'est quoi qu'on va faire pour la fermeture de site? On peut voir ici ce qu'on appelle le parc à résidus. Donc, c'est ici qu'on a nos résidus. Actuellement, c'est une unité où on emmenait toute l'eau. On a vu tantôt, on pompait l'eau de la fosse. Fait que toute l'eau qui est collectée, bien, on venait la ramener ici. À côté, on a une plateforme de résidus. C'est le même principe, sauf qu'à la place d'être un bassin, c'est une plateforme membranée pour être sûr qu'il n'y a rien qui va à l'environnement. Les deux, on peut voir, ils ont un réseau de fossés interne pour vraiment emmener l'eau à ce point bas-là. Puis là, on voit qu'on a un radeau, puis on a la pompe pour commencer la gestion des eaux. Si on regarde le parc à résidus, on fait des essais de végétalisation pour vraiment évaluer les différentes espèces de semences qui fonctionnent selon les proportions de matière organique. C'est très important de choisir les bons végétaux qui vont bien pousser, qui vont permettre par leur enracinement de stabiliser le sol pendant la restauration progressive, puis de choisir les bons paramètres opérationnels beaucoup à l'avance. Ça a permis de donner du confort à la communauté locale, du confort à nos équipes, aux équipes du ministère de l'Environnement, pour s'assurer que quand on rentre en opération commerciale, on sait déjà ça va être quoi un peu les matériaux qu'on va avoir à gérer. On voit notamment là-bas, ça ressemble peut-être aux plages de Cannes ou de Nice. Vous voyez, ça, c'est le produit qui n'a plus aucun sulfure à l'intérieur. On l'appelle le NAG, le Non-Acid Generating Material. C'est le matériel qu'on a extrait de toutes les traces de sulfure de fer, puis qui va servir vraiment à encapsuler les autres matériaux. Si on allait le toucher, on va en avoir à l'usine, ça ressemble réellement à du sable de plage. Là, on extrait le 5 de graphite dans l'usine, mais on a 95 de poudre à gérer, de s'assurer que ces surfaces de contact-là, avec l'oxygène et l'eau, sont bien comprises pour pas qu'on génère aucun drainage mini-acide. Puis ça, notre site ici nous a permis de démontrer à l'échelle, ça va être quoi réellement l'opération commerciale pour donner le confort à tout le monde au niveau des permis.
Parce que souvent, c'est ça qui peut prendre du temps, c'est quand on n'a pas donné suffisamment de confort aux décideurs au niveau du gouvernement. Avec raison, ils ne peuvent pas émettre les autorisations nécessaires pour des projets. S'assurer de la stabilité de l'ouvrage, puis aussi comment l'eau souterraine va se comporter. Souterrain, il faut faire plusieurs tests. On a plusieurs puits hydrogéologiques pour mesurer la direction des eaux, les sondes d'intensité, puis la composition aussi des eaux souterraines, parce que c'est un peu de mesurer c'est quoi son état actuel, puis s'assurer qu'on comprenne l'impact futur, mais il faut bien, on appelle ça faire un baseline là, dans un rayon de 10 km, ça prend plusieurs années. Fait que là, ici, on a le bassin de sédimentation où on va faire le traitement de l'eau. Et puis ensuite, on a le bassin de polissage. Donc, quand l'eau va être traitée, on va l'envoyer dans le bassin de polissage, puis on va prendre des échantillons, on va les envoyer dans un laboratoire indépendant. On va attendre d'avoir nos résultats, on va les comparer aux directives en place pour être sûr que l'eau est conforme. Et puis lorsqu'on sait qu'elle est conforme, on va la rejeter à l'effluent final. Encore une fois, quand on parle de conformité, de laboratoire indépendant, d'échantillons, c'est toutes des choses qui doivent être compilées, qui doivent être mises dans des rapports et qui doivent être présentées au ministère. Donc, c'est pas Nouveau Monde qui va décider si l'eau est correcte ou pas, c'est vraiment les laboratoires accrédités. Puis au commercial, bien, il va y avoir un autre ruisseau qui va être utilisé, le ruisseau à l'eau morte. Exactement. Donc, pour donner un ordre de grandeur, encore une fois, en ce moment, quand on rejette, c'est pas tous les jours, c'est même pas toutes les semaines, on fait 100 mètres cubes heure. Quand on va être au commercial, on va parler encore une fois quand on rejette, mais c'est 900 mètres cubes heure. Il y a des conditions aussi, on ne peut pas rejeter quand on veut au niveau commercial. Fait qu'il faut respecter le débit dans le cours d'eau où ce qu'on va relâcher. Fait que c'est tous des suivis qu'on fait en parallèle pour démarrer l'exploitation, pour être sûr qu'on connaisse bien le background, qu'on connaisse tout le site, qu'on soit capable de quantifier si on a des impacts. Fait qu'on voit dans le fond l'usine de traitement, tu l'as pointé, j'imagine? Oui. Ça roule en boucle jusqu'à temps que l'eau est conforme, puis on pompe, on circule en boucle. Quand l'eau est conforme, elle va dans le dernier bassin là-bas. Puis on voit le bassin là-bas, il est en opération depuis quoi, 2018? Mm-hmm. Fait que ça fait 6 ans que le bassin là-bas, il reçoit de l'eau. Puis vous voyez, il n'y a aucune trace d'oxydation, il n'y a aucune trace de métaux. Ici, il y en a un petit peu, parce que ça arrive parfois pendant le temps qu'on traite, bien, il y a eu un petit peu d'oxydation qui s'est faite. On voit juste la différence de qualité d'eau en regardant l'effluent final ou le bassin final. On peut dire, vous l'appelez le bassin de polissage. Et c'est pour ça qu'on a créé la bière à Saint-Michel-des-Saints, l'effluent final, qui est brassé à la microbrasserie locale. Et seulement la légende dit que ça vient de notre effluent final, l'eau de la bière. C'est une légende. On ne peut pas confirmer si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est la légende, hein? OK. Fait que c'est converti. Fait que c'est un véhicule de, je pense, 88, un ancien véhicule forestier qui a été converti en camion Ben, qui a été converti en... OK, attends, touche à rien là avant que je te dise de toucher du stock, là. Le break. Ouais. Éric pourra en parler plus en détail, mais on a un partenariat avec Caterpillar pour vraiment électrifier la flotte d'équipements au complet. Donc, ce véhicule-là, c'était vraiment un projet pilote qu'on a fait. On s'en sert comme un véhicule vraiment pour travailler. On n'a pas toujours une flotte d'équipements sur le site, fait que c'est pratique d'avoir des équipements comme ça si on faut transporter des matériaux, puis des différents travaux comme ça. Il peut servir? Il y a une autonomie de 7 heures. C'est un peu moins vite qu'une Tesla. Ouais. Fait que là, mets-les sur le neutre, arrête-les là. Mets ça sur le neutre, puis pèse sur le bouton jaune. Le tire ou pèse? Tire. Je n'irai pas jusqu'en Californie. Merci à notre partenaire Caterpillar. Vous concevez des véhicules électriques d'excellente qualité. On voit ici le lac aux Pierres qu'on vient d'aller visiter. Il est caché en avant de la montagne qu'on voit devant. On va aller voir rapidement. On a tout un projet. Il va y avoir une tour d'observation sur le sommet de la montagne ici. Parce que comme on mentionnait plus tôt, un des points importants de la communauté, c'est de s'assurer qu'on a plutôt un impact positif sur le tourisme que négatif. Hein? Fait que ce projet-là est très important. On va aller visiter les pistes de vélo de montagne. Il est situé là-bas. Fait que les gens vont avoir un bon point d'observation vers le site. Ils verront ce qui se passe.
Ils verront ce qui se passe sans nécessairement avoir besoin de venir. Au début du projet, là-bas, il va y avoir un genre de centre d'accueil où il va y avoir un musée du graphite, il va y avoir un petit peu une visite, il va y avoir un centre de location des vélos. Avec tout ça, de l'autre côté, il va y avoir les pentes. Là. Il y a environ 35 km qui est en construction. Une première phase de 18 km, mais au total, à terme, ça va être à peu près 35. Donc, le concentrateur va être situé en bas ici. On a la mine électrique, on a aussi la restauration progressive, on a le remblaiement derrière dans la fosse. On a la façon dont on gère nos résidus, là, qui est de manière sec et en co-disposition. Donc, c'est plein d'initiatives qu'on n'a pas essayé de couper les coins ronds. On a tout de suite soumis un projet qu'on parte avec le meilleur au niveau environnemental. On fait de l'aménagement de sentiers de vélo de montagne. On fait affaire avec une sommité dans le domaine là, qui s'appelle Vélo Solutions. Fait qu'ils sont vraiment spécialisés dans le domaine. On peut aller chercher du monde de toute la Nodière, des Laurentides, de la Mauricie, mais aussi tout ce qui est rive nord de Montréal. Vraiment que le monde se déplace de la ville, de l'extérieur, pour venir à Saint-Michel-des-Saints. On a mis le paquet, comme on dit, pour amener les meilleurs experts pour faire des pistes qui vont être recherchées par cette clientèle-là qui, en même temps, veulent visiter le site par un bon point d'observation de nos opérations dans le futur. En même temps, profiter de la nature. Il y aura des points exprès où on pourra s'arrêter avec comme des belvédères. Exactement. Il va y avoir une belle tour d'observation au sommet de la montagne pour observer la mine avec des jumelles. Les explications aussi. Les explications pour, en temps réel, ils vont voir les camions bouger. Le pavillon d'accueil, c'est là qu'il va y avoir, il y a des sentiers de vélo de montagne, mais il va aussi avoir le centre d'interprétation du graphite. Il va y avoir des visites qui vont aller au site minier. C'est pas juste un produit de vélo de montagne. C'est aussi une expérience culturelle qu'on fait avec la mine. Comme nous, on est déjà amené sur nos sites pour faire la visite qu'on fait ensemble aujourd'hui. Il faudrait calculer, mais on est peut-être pas loin de 2000 déjà personnes qui sont venues de partout sur la planète juste visiter nos installations, que ce soit des investisseurs, des clients, des curieux, des amis. Tout le monde veut venir visiter la mine, mais là, il va y avoir une façon de le faire de manière ludique. Donc, c'est là que le minerai est stocké, le minerai qui a été dynamité. Donc, il y a des gros blocs. Ils sont acheminés par une chargeuse sur roue, 3,2 tonnes à l'heure environ, de minerai vers le début du circuit d'alimentation. La première étape, c'est vraiment le circuit de broyage qu'on peut aller voir. Donc, ici, on a le broyeur à boulet. Ok, donc là, la roche qui arrive, elle fait quelle taille quand elle arrive ici, avant d'aller dans le broyeur? En fait, la roche qui est arrivée de la mine, ça va être, je dirais, le maximum, c'est environ 1 mètre cube. Ils sont concassés en 0,75 de pouce, donc c'est environ 2 cm peut-être environ. L'éventaire à godet, il prend les roches, le tout venant, il passe sur un tamis. Donc la première plaque qu'on voit ici en haut, c'est un tamis 1 mm. Donc tout ce qui est plus grossier qu'1 mm tombe dans le broyeur primaire, qui est le broyeur à barre. Donc à l'intérieur, on a des grandes barres en acier, 3 pouces de diamètre par 6 pieds de long, qui sont relevés par des releveurs en caoutchouc, puis ils viennent s'entrecogner. Les barres viennent cogner un avec l'autre, puis c'est ce qui vient moudre la roche en sable. Ça, c'est le broyeur primaire, qui est le broyeur à barre. Donc, la décharge du broyeur à barre retourne sur le tamis 1 mm, qui sont en circuit fermé jusqu'à ce que ça passe le 1 mm. Donc, tout ce qui passe le 1 mm, on ne voit pas très bien, mais il tombe dans la pompe ici derrière. Puis lui, il vient dans la pompe de décharge du broyeur secondaire, qui est le broyeur à boulet. Donc, lui, à l'intérieur, c'est des boulets de 2 pouces de diamètre en acier, qui sont encore une fois relevés à l'aide de releveurs en caoutchouc pour venir s'entrecogner, s'entrechoquer, pour venir moudre la roche. Le but, c'est d'arriver à 210 microns de P80. P80, c'est 80% de l'échantillon passant une ouverture de 210 microns. Si c'est une étape de classification, c'est lui qui décide est-ce que ça va dans le broyeur secondaire ou si ça va vers l'étape suivante. C'est une étape de classification, elle vient couper la taille des particules en différentes grosseurs, en fait. Donc, c'est très simple comme principe. On a l'alimentation de pulpe qui vient du passant du tamis 1 mm. On a 2 sorties. On a une sortie qui est vers le bas ici. On a un vortex qui est supérieur. Les particules viennent faire un peu comme un cône inversé. Les particules grossières vont tourbillonner puis sortir vers la partie inférieure. Puis l'eau avec les particules fines vont vouloir tourbillonner vers la partie du haut puis sortir. Donc avec ça, on vient classifier. Ça fait le même rôle qu'un tamis. On vient séparer les particules grosses des particules fines. Donc les particules assez fines, ici, tournent et tombent vers la cellule de flottation d'épuisage qui est juste en dessous de nous ici. Puis qu'est-ce qui est trop grossier tombe dans une chute, puis retourne au broyeur secondaire. Et puis, le rejet de l'épuisage graphite s'en va vers la désulfuration. Donc, la désulfuration, c'est composé de 2 étapes. Donc, voici la première étape de séparation des sulfures. C'est un tambour aimanté, c'est un tambour en néodyme. Donc, on a un aimant fixe qui est à l'intérieur d'un manchon en acier inoxydable. Donc, on a une partie aimantée qui est toujours vers le bas du tambour. Puis le manchon en acier inoxydable qu'on voit ici, il tourne autour de cette partie aimantée-là. Donc la pulpe rentre à l'intérieur, donc les résidus après la flotation de graphite passent à l'intérieur. Qu'est-ce qui est susceptible magnétiquement va coller contre le manchon. Ensuite, ils vont tourner, sortir du champ magnétique.
il y a un racloir avec des jets d'eau qui vont les faire tomber vers un côté. Puis qu'est-ce qui n'a pas collé sur l'aimant s'en va vers l'étape suivante. Ça enlève le 2/3 des sulfures. Donc, ça fait vraiment le gros du travail de la séparation des sulfures. On rentre environ 3 % de soufre. Ensuite, après cette étape-là, il reste presque 1 % de soufre. À cause que principalement, le sulfure vient de la pyrrhotite monoclinique, qui est susceptible magnétiquement. Le sulfure, contrairement au graphite, est hydrophile, il n'est pas hydrophobe. Donc, pour le faire flotter, on doit rajouter un produit dans l'eau qu'on appelle le potassium amylxanthate. On passe 3,2 tonnes à l'heure. Donc, ici, dans les résidus, il y a moins d'1 tonne à l'heure qui se rend là. Donc, c'est sûr que ça va être 100 fois plus de débit au commercial. C'est sûr qu'au commercial, les volumes sont beaucoup plus grands. Il n'y aura pas des cuves 100 fois plus grandes. Ça sera plus de cuves. Ça va être des cuves 100 fois plus grandes. Des cuves 100 fois plus grandes. Ouais. C'est 100 fois plus de volume. Fait que c'est pas 100 fois plus de diamètre, si on veut, parce que c'est une question de débit, c'est pas une question de volume. Mais si je prends par exemple nos attriteurs, les broyeurs verticaux, donc la petite tour qu'il y a ici, elle fait 220 litres. On va la voir un petit peu plus tard, là, mais c'est un broyeur par attrition, donc la tour avec le petit carré jaune, si on veut, dessus. Là. Ça, c'est 220 litres. Au commercial, c'est 30 mètres cubes. Ah oui. Le réservoir qu'on voit au fond d'eau là-bas, c'est un 10 mètres cubes. Donc, vous voyez, c'est 3 fois gros comme le réservoir bleu pour remplacer le petit cylindre en stainless là-bas. Donc, vous voyez, ça va être vraiment démesuré comparé à ce qu'on voit ici. Mais ça reste gros pour une usine de pilote. Là. Pour une usine de démonstration, ça reste 3,2 tonnes à l'heure, c'est quand même impressionnant. Tellement que le graphite est naturellement hydrophobe, la mousse reste en surface comme c'est ici. Donc, c'est cette mousse métallique-là qu'on vient récupérer avec les pales ici. Donc ça tourne, ça vient écoper la mousse, puis ça les jette dans le dallot ici vers le concentré. Ce dallot-là est pompé vers l'étape suivante. Qu'est-ce qui n'a pas flotté, qu'est-ce qui n'a pas été collecté, il retourne vers l'étape précédente. Donc c'est un procédé qui n'est pas nécessairement linéaire, il y a beaucoup de boucles de recirculation au travers du circuit. Puis c'est avec une combinaison de plusieurs étapes de flottation, combiné avec des étapes de libération, parce qu'on vient broyer le matériel pour s'assurer que les grains soient bien exposés et soient bien libres de leur gang, c'est-à-dire les impuretés. Donc, c'est comme ça qu'on vient chercher une pureté si élevée que 97,5 %. Le concentré de la colonne, ensuite, il se fait filtrer dans un filtre presse. Donc, je ne sais pas si vous voyez complètement en haut ici, au-dessus du séchoir. On a un filtre presse, donc c'est plein de plaques avec des toiles en tissu, des membranes filtrantes qui sont pompées à l'intérieur. Il y a un piston hydraulique qui vient presser. Donc c'est un peu comme si on fait un café, sauf qu'au lieu d'attendre la gravité pour que l'eau s'égoutte au travers de la membrane filtrante, dans ce cas-ci le filtre à café, on a une presse hydraulique qui vient vraiment presser toute l'eau. On essaie de retirer le plus d'eau possible parce que ça prend beaucoup d'énergie à sécher de l'eau, à évaporer de l'eau en fait. Lorsqu'il s'ouvre, le produit à environ 10 % d'humidité tombe à l'intérieur d'un séchoir, 130 degrés Celsius à la sortie. À l'intérieur des releveurs, tout comme une sécheuse à linge, on vient tourner le produit à l'intérieur pour qu'il retombe toujours dans le courant d'air chaud qui circule vers le centre. Ça ressort là? Ça ressort ici. Ça arrive dans un convoi pneumatique ici, vers un silo de réception. Donc on vient mettre un sac de 1 tonne. Pour le projet commercial, c'est directement dans un camion citerne en vrac. Ça s'en va directement vers Bécancour. Et donc, entre le moment où la roche arrive et le moment où elle est prête à partir, combien de temps il se passe? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que c'est pas un procédé qui est linéaire. Donc, c'est assez long. C'est une question d'heures, selon moi, mais ça dépend le degré de libération d'une particule. C'est-à-dire, si une particule elle rentre puis c'est directement 100 % du graphite, bien, elle va passer quand même rapidement par les étapes. Si c'est une particule qui est mal libérée ou qui est plus dure, elle peut passer plusieurs fois dans les charges circulantes des broyeurs. Juste le broyeur à polissage, on a un temps de résidence de 30 minutes. Les attriteurs, on a 2 attriteurs avec des temps de résidence de 15 minutes. Chaque cellule de flottation a environ 5 minutes de temps de résidence. Donc, ça dépend vraiment de la composition chimique puis de la taille aussi du grain. Donc, le microniseur, c'est la machine qu'on voit ici. On a un disque avec des marteaux. Le ventilateur, il tourne à très haute vitesse. On parle de plus de 5000 tours, là. C'est vraiment très vite. Les particules, s'ils sont trop grosses, ils se font frapper par une pale du ventilateur puis ils retournent vers le marteau. Exact. Donc, c'est vraiment précis. Ce type d'équipement-là, on n'opère pas ça par essai-erreur. C'est vraiment des modèles de prédiction. C'est super important parce que c'est vraiment de la haute précision. Le client, quand il demande une classification de produit, il ne demande pas juste une taille, il demande l'entièreté de la courbe de distribution. Donc, s'il veut 17 microns de médiane, il demande les extrêmes, il demande vraiment des 10, des 20, des 30, puis il y a une tolérance d'environ un demi-micron. Donc, c'est vraiment précis. Environ 180 microns, on vient le réduire à environ 18 microns, plus ou moins. Ça dépend vraiment des spécifications clients. Je vous donne des chiffres, mais c'est un peu générique, là, ça dépend vraiment de quel client. Donc, ici, on a le sphéroniseur. Donc, c'est lui qui est sphéroniseur, c'est lui qui vient donner la forme au produit. Donc, on a un gros moteur ici qui est relié avec les poulies en dessous, qui fait bouger un arbre à l'intérieur, qui est, on appelle la roue de mise en forme en français. Donc, c'est un espèce de, on dirait un sapin de Noël en stainless, en acier inoxydable, qui tourne à l'intérieur. Puis, on a plein d'espèces de releveurs, de chicanes. On tourne pour une certaine durée de temps. Quand la durée est terminée, on vient évacuer le matériel à l'intérieur.
Donc quand on fait des plans d'expérience pour des modèles de prédiction, on utilise des petits sacs comme ça. Quand on fait de la production, on utilise des gros sacs comme ça. Ça fait vraiment la fine poudre, un peu comme une farine grise. Cette étape-là qui sera faite avec en cours, c'est ça? Exactement, oui. Donc une série de machines comme ça, on va en avoir beaucoup qui vont être la même taille, qui vont être répliquées en parallèle vers l'usine à l'usine de Bécancour pour le projet commercial. La dernière étape, c'est l'enrobage du produit fini. On ne la verra pas, c'est la partie confidentielle. Exactement, oui. Les deux procédés qui nous distinguent le plus, c'est vraiment la purification puis l'enrobage, qui sont les deux produits qui augmentent le plus la valeur du produit final. Donc, deux procédés. On a la purification qui est vraiment importante, qui est faite vraiment différemment des autres. Donc, on a les brevets sur notre purification, puis on n'ira pas dans le détail de qu'est-ce qu'on fait, puis on ne montrera pas d'image non plus. Le procédé d'enrobage, c'est un peu le même principe. C'est vraiment un procédé qui va venir donner une couche de carbone autour de la particule pour venir diminuer sa surface spécifique. Donc, le graphite, une fois qu'il a été sphéronisé, il reste plusieurs petites craques, plusieurs petites impuretés. Puis, plus la surface spécifique est grande, plus on va générer des SEI, plus les performances batterie vont diminuer au courant de la vie de la batterie. Donc, en faisant la dernière étape d'enrobage, en remplissant ces interstices-là avec du carbone amorphe, si on veut, du carbone qui vient d'une source pétrolière, on en utilise un faible pourcentage qu'on vient mélanger avec le produit, puis on vient un peu le calciner pour venir enrober, remplir ces crevasses. les brèches. Exactement. Comme c'est un procédé qui traite la haute pureté, donc on parle de 99,95% de pureté et plus. Donc, c'est vraiment très haute pureté. Tout est dans des enclos fermés, vitrés, à pression positive, pour être sûr qu'il n'y ait aucun contaminant extérieur qui puisse rentrer dans le produit. Tu me dis 99,95% et plus de pureté. Combien on a finalement de pertes, de résidus entre ma roche que je vais concasser qui va arriver au début là, et ce qui va partir après chez le client final? Quel pourcentage? Oui, très bonne question. Au début, le concentrateur, on a une teneur d'alimentation de 4,33% de carbone, de graphite en fait, dans la roche initiale. Donc, c'est le procédé qui va générer le plus de pertes de masse, si on veut. Donc, on a un rendement d'environ 4,2% de rendement en poids. On a une récupération globale de l'usine qui est estimée, qui est projetée à 93%. Pour être conservateur avec les chiffres économiques, mais on a obtenu des résultats jusqu'à 96% de récupération. Donc, on va avoir jusqu'à 7% de pertes de graphite vers les résidus, qui, eux, ces résidus-là, le sable qui va servir au remblai progressif du site minier, eux considèrent c'est 95,7, 95,8% du total de la masse qui rentre dans le concentrateur, soit les 337 tonnes à l'heure initiale de l'alimentation du concentrateur. Jérémy, Aurélia, Reddy. Waouh! Waouh! Quelle visite, quelle journée aujourd'hui ici chez Nouveau Monde Graphite. Un grand merci d'abord à toutes les personnes qu'on a pu croiser qui travaillent chez Nouveau Monde Graphite, qui ont permis la réalisation de cette vidéo. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'étais vraiment surpris de plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on voit que faire une mine, ça prend du temps, mais je comprends mieux maintenant pourquoi. Effectivement, il faut travailler à long terme avant de commencer la mine pour savoir vraiment comment se passe la géographie du terrain, pour pouvoir avoir un moindre impact possible sur l'environnement, avoir un impact aussi positif sur la communauté autour, et c'est ce que vraiment essaye de faire Nouveau Monde Graphite. Donc ça, c'était vraiment très impressionnant. Et puis d'un point de vue plus opérationnel, c'était impressionnant de voir ce très gros camion qui est pourtant, ce qu'ils nous ont dit, un petit camion de mine qui était 100% électrique, une bonne quinzaine de camions Caterpillar qui vont permettre d'avoir une mine 100% électrique. Et on a vu donc les différentes étapes aujourd'hui. D'ici quelques mois, la mine va vraiment rentrer en grande phase d'accélération, donc ça sera l'occasion de pouvoir revenir. Et puis on a vu aussi la partie vraiment où on a la roche, où ils vont le concasser pour arriver au produit le plus fini. Et là, c'était aussi très impressionnant de voir toutes ces étapes. Et donc ça sera cool aussi de pouvoir revenir pour voir la version grand format de ce qu'on a pu voir aujourd'hui. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à lâcher un très grand pouce en l'air, ça l'aidera énormément. Et puis si vous aimez ce type de format, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à faire retentir la cloche si vous n'êtes pas encore abonné, et puis de partager cette vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, de prochains reportages comme celui-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, salut, à bientôt.